Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte. Comme chaque vendredi, nous allons vous donner la parole à vous pour cette émission en public consacrée ce soir aux jeunes et à la question du sport. Alors justement, on va voir que les jeunes, ils en font de moins en moins. On va se demander tous ensemble pourquoi. On verra que sur ce plateau ce soir, il y en a qui ont des solutions évidemment. On parlera aussi des parents pour qui c'est pas toujours facile de gérer tout cet emploi du temps. Ça, c'est pour l'équipe du public. Avec moi ce soir, dans l'équipe des députés, Sabrina Sebaï, députée écologiste des Hauts-de-Seine, et Benjamin Dirks, député Ensemble pour la République de Saône-et-Loire. Bonsoir à vous deux. Et puis notre expert, notre arbitre ce soir, Pierre Rondeau, co-directeur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès. Vous avez co-signé le livre Les Français et le sport aux éditions du Cherche Midi. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation et de se prêter à ce jeu de questions-réponses avec le public. Cette émission, c'est la vôtre, alors profitez-en. On s'échauffe un peu. Allez, chaque voix compte, c'est parti. Alors, on est vendredi soir. Vous êtes jeune, vous êtes peut-être encore en train de réfléchir à ce que vous allez faire ce week-end. Réviser le contrôle de maths, voir les copains-copines, rattraper la série que vous allez manquer. Mais est-ce que vous avez gardé un petit créneau pour faire de l'activité physique ? Le sport, les jeunes en font de moins en moins. C'est ce dont on va parler évidemment ensemble ce soir. On va vous donner toutes les clés, tous les chiffres pour comprendre avec Dario Borgogno. Et c'est 2 minutes pour comprendre. Bientôt terminées les courses pendant la récré. La moitié des élèves de 6e sont incapables de courir plus de 5 minutes, révèle le ministère de l'Éducation nationale. Dans l'ensemble, les chiffres sont alarmants. En 40 ans, les enfants ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire, faute de sport dans leur quotidien. Un enfant sur 2 fait moins de 20 minutes d'activité physique et sportive par jour. Et entre les sexes, l'écart se creuse. Une fille sur 2 abandonne le sport à l'adolescence. Un phénomène qui touche particulièrement la France, mauvaise élève dans ce domaine. Dans le classement de l'Organisation mondiale de la santé, elle est à la 119e place sur 146 pays à propos de l'activité physique des adolescents. Alors, comment expliquer de tels résultats ? Sans surprise, l'omniprésence des écrans dans leur vie pousse à plus de sédentarité, mais les jeunes ne sont pas les seuls à blâmer. Un manque de moyens sur le territoire peut aussi expliquer ce manque d'activité. Près de la moitié des collèges et lycées sont en situation d'urgence et ont besoin de rénovation ou de construction d'infrastructures sportives. Pourtant, l'État encourage la pratique, avec passeport, une aide financière pour s'inscrire dans des clubs ou encore au sein de leur emploi du temps. On met en place maintenant la demi-heure de sport en primaire, qui est une petite révolution mais qui fait que vous allez avoir des collégiens qui arrivent qui ont normalement une autre pratique. Mais comment en est-on arrivé là ? Les politiques se suivent et se ressemblent avec de moins en moins de résultats. Pourtant, cette volonté de faire bouger nos jeunes ne date pas d'hier. Les cours de sport sont obligatoires depuis le 19e siècle. Le cours élémentaire deuxième année et les cours moyens première et seconde année, il faut songer au développement organique de l'enfant. Ainsi, cet atelier de saut en hauteur pour les garçons ou bien cette course de relais pour les petites filles. À noter tout de même un effet Jeux Olympiques de Paris. 61% des personnes âgées de 15 ans ou plus pratiquent à présent une activité sportive régulière. C'est 7 points de plus qu'en 2018. Beaucoup de choses dans ce sujet. On va commencer par un témoignage. Avec vous, Zélie Moncel, vous avez 15 ans, vous êtes lycéenne. Alors vous êtes dans le cœur de notre sujet. On va commencer par les premiers concernés. Zélie, vous en faites assez du sport? Vous aimeriez en faire plus? Quel constat vous faites? Alors moi, je pense qu'on fait globalement du sport, on fait bien du sport. Mais c'est vrai qu'on manque quand même d'infrastructures. Moi, l'année dernière, j'avais 3 heures de sport et sur 3 heures, on allait à la Courneuve. Donc, on prenait 40 minutes, ce qui fait qu'on réduisait beaucoup nos temps de pratique sportive. On n'avait pas déjà 3 heures, c'est vrai que c'est pas énorme. Et si en plus, on doit prendre les transports, et c'est assez récurrent comme problème, c'est pas juste quand on va faire une certaine pratique, c'est assez récurrent. Alors, cette question des infrastructures, évidemment,
elle compte énormément. Pierre Rondeau, est-ce qu'on peut dire que la France, on est bien équipé pour faire du sport ou est-ce qu'on manque d'équipement? Alors, on est bien équipé pour faire du sport et là où c'est intéressant quand on aborde la thématique de l'émission et de la pratique sportive du quotidien, c'est de bien faire le distinguo, et c'est un vrai débat, et ce débat on l'a eu pendant les Jeux Olympiques, de ce qu'est une nation sportive. Il faut bien distinguer quand on parle de sport, du sport qui se pratique, qui nous concerne aujourd'hui, à savoir les jeunes et la pratique sportive, et le sport qui se regarde, le sport d'élite. Et la France qui brille aux Jeux Olympiques, été comme hiver, ou Coupe du Monde, Championnat d'Europe et autres. Politiquement et historiquement, la France a fait très tôt le choix, et ça remonte aux années 60 avec le général de Gaulle, a fait le choix, pour une raison de réputation internationale, a fait le choix de l'excellence, de l'élitisme. On est une nation sportive parce qu'on a brillé aux Jeux Olympiques. Donc on a des infrastructures, on a l'équipement. Mais la question est de savoir si derrière, on a une forme de ruissellement vers la pratique du quotidien, et est-ce que derrière, l'argent que met en avant l'État et les instances pour le soutien de la pratique est équivalent entre l'élite et le quotidien. Et au niveau du quotidien, votre reportage l'a parfaitement dit, et c'est vrai, c'est démontré, près de la moitié des équipements aujourd'hui sont vétustes. Près de la moitié des équipements ne sont pas accessibles pour les jeunes du quotidien. Justement, avec vous, les députés, on va se poser cette question, mais avant ça, parce qu'on voit dans le sujet, et Pierre Rondeau en parlait, c'est vrai qu'avec les Jeux Olympiques, il y a eu une ferveur, on a l'impression que, voilà, on remonte aux années 70, on dit qu'il faut faire du sport, mais on n'a pas la culture du sport en France, notamment pour les jeunes, Sabrina Sebaï? Je pense qu'il y a eu en tout cas cette culture, et puis les Jeux Olympiques ont montré qu'il y avait une vraie ferveur autour de cette question du sport, mais la problématique c'est où, quand, comment. Il y a une question bien sûr d'équipement, c'est-à-dire c'est à quel point les équipements sont dispersés sur l'ensemble du territoire, parce que c'est aussi ça, quand on parle des équipements, il y en a, mais pas forcément partout de la même manière et de manière égale sur le territoire. C'est à quel moment? C'est la question du temps. Et puis je pense qu'il faut aussi peut-être réfléchir à une nouvelle forme de pratique du sport. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de villes qui réfléchissent à la question du sport en plein air, donc des agrès sportifs qui sont disponibles sur l'espace public, qui permettent de faire du sport à n'importe quel moment, sans qu'on soit contraint par des durées d'ouverture ou de fermeture des équipements sportifs. Benjamin Dirks, vous allez vous défendre une résolution pour renforcer justement le pilotage, la cohérence. Ça prouve bien qu'il en faut encore du chemin. C'est pas parce qu'on répète tous les 3 ans qu'il faut une demi-heure de sport qu'on y arrive à la fin. Oui, tout à fait. C'est une proposition de résolution qu'on pourra étudier lundi. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure dans l'émission sur les équipements sportifs. Quand même redire qu'on a en France 330 000 équipements sportifs recensés sur une plateforme qui s'appelle DataES, et que depuis 2020, on a eu 2 plans successifs de 5 000 équipements qui ont été mis en place. Et on est à plus de 10 000 équipements qui ont été construits. Peut-être une chose dans l'étude dont vous avez fait part tout à l'heure, c'est l'écart qu'on peut avoir entre les filles et les garçons, parce qu'on a 46% de résultats satisfaisants, et ce n'est pas assez pour les garçons, quand on n'a que 21% pour les filles. On reviendra justement sur cette question, on va se poser cette question spécifique des filles. Je voudrais vous donner la parole, Fabrice Alain. Vous avez 47 ans, vous êtes professeur de sport. Je précise que vous êtes aussi secrétaire du syndicat national de l'éducation physique. Pour vous, le sport, il doit être fait à l'école. Est-ce qu'il y a assez de profs? Est-ce qu'il y a assez d'équipements? Quel constat vous faites, vous, en tant que prof de sport? Ouais. Alors, professeur d'EPS, parce que les professeurs de sport, c'est aussi un autre corps. Alors, toutes mes excuses d'éducation physique et sportive, on vous écoute. Non, ça a son importance, parce que le sport, il peut se faire à l'école, il doit se faire à l'école, mais il doit aussi se faire dans d'autres temps en dehors de l'école. Mais c'est pour ça qu'il faut faire en sorte que ces temps aussi vivent ensemble et en complémentarité, et ça, c'est important. Effectivement, les chiffres qui ont été donnés, et je rebondis sur ce qui vient d'être dit, écart entre les garçons et les filles, écart aussi entre les classes favorisées ou les milieux populaires. Et ça se combine aussi. Les filles des milieux populaires pratiquent encore moins. Les inégalités territoriales, juste avant l'émission, là je parlais avec ma voisine qui est à Paris. Paris, c'est difficile, hein. C'est 14 équipements sportifs pour 10 000 habitants. Ça fait partie des moyennes les plus basses en France. Les Hautes-Alpes, c'est 208 par exemple. Donc ça donne. Il y a des départements plus sportifs que d'autres, ça on le voit sur la carte. Alors, je n'ai pas dit plus sportif, j'ai dit avec plus d'équipements. Après, il faut regarder dans le détail, effectivement. Et il y a la question du handicap que je ne passe pas sous silence, parce que cette question, aujourd'hui, il y a 90% des personnes en situation de handicap qui disent que la pratique est importante, mais il n'y en a que la moitié qui peuvent accéder aussi à des infrastructures adaptées. Donc la problématique, elle est vraiment globale. Donc voilà, je peux m'en tenir là et puis on interviendra après sur... Et sur celle de l'école, justement, en particulier, est-ce qu'il faut faire plus d'heures de sport à l'école? Les emplois du temps sont déjà un peu surchargés. On les met où, ces heures de sport? Alors là,
Effectivement, il y a de nombreux rapports qui sont sortis ces dernières années, là, un peu dans la fenêtre des Jeux Olympiques, de différents députés qui ont mis en avant tous une revendication qu'on porte nous, c'est-à-dire l'augmentation des horaires hebdomadaires d'éducation physique et sportive. J'insiste sur le terme parce qu'il y a aussi des dispositifs qui ont été mis en place. Les 2 heures de sport au collège, l'activité physique quotidienne à l'école élémentaire. C'est des dispositifs qui n'ont pas fonctionné et qui, pour nous, ne répondent pas aux besoins de toute la jeunesse, de par plusieurs aspects, leur caractère facultatif, le caractère aussi qu'ils n'ont pas touché la cible de ceux qui en avaient le plus besoin, ceux qui sont venus s'y inscrire, ce n'étaient pas ceux qui avaient le plus besoin d'activité. Donc voilà, nous, on pense que c'est l'éducation obligatoire pour toute la jeunesse qui doit être augmentée à l'école. Augmenter à l'école, sauf que Sabrina Sebaï, Benjamin Dirks, parfois les parents se disent mais où est-ce qu'on met tout ça dans l'emploi du temps? Quand on a un enfant qui commence à 8h, qui finit à 18h, est-ce qu'il faut rogner sur autre chose? Oui, je pense 2 choses par rapport à ça. Déjà, avant le collège et puis le lycée, on a l'école primaire et donc les 30 minutes qu'on a voulu mettre en place et qui ne sont pas forcément traduites par réellement 30 minutes de sport ou d'éducation physique. Et puis après, pour le lien avec, bien sûr qu'à l'école, qu'au collège, qu'au lycée, on a envie d'avoir plus d'heures. Ce sera très bien, mais ça ne suffira pas parce que l'autre chiffre qu'on n'a pas dans l'étude qui est mis là, c'est qu'on a 55% des 0-14 ans qui sont licenciés en club. Et si vous mettez en corrélation ces 55% avec les seulement 50% qui ont des résultats satisfaisants quand on arrive en 6e, on peut tout simplement se dire que ceux qui sont en club, et bien souvent des CSP+, c'est un peu ce que disait notre professeur. Qui arrivent à l'école. C'est ceux qui réussissent. Si vous arrivez en 6e et je vous demande de lire une portée musicale et que vous n'avez jamais fait de musique, est-ce que vous allez réussir? Vous ne réussirez pas. Sabrina Sebaï, est-ce que c'est à l'école, on va parler des fédérations du sport à côté de l'école, mais est-ce que c'est à l'école de proposer du sport et davantage d'heures de sport? Oui, quand j'ai commencé, j'ai parlé du temps, parce que faire du sport, ça demande aussi, il faut son agenda de la journée, en général, il est assez compliqué. Donc, et au moment où on a eu tout un débat sur la réforme du temps scolaire, et ce que j'ai trouvé dommage dans ce débat qui avait eu lieu, c'est qu'on avait réfléchi la question de ce temps périscolaire sans parler du projet pédagogique. Qu'est-ce qu'on veut comme projet pour nos enfants? Si le sujet, c'est de dire il faut répartir autrement le temps dans la journée, eh bien oui, il faudrait avoir plus d'activités physiques au sein des écoles, et donc le temps périscolaire doit s'adapter à cela. Est-ce que ça veut dire moins de vacances scolaires, étendre, avoir des cours le matin, des activités l'après-midi? Tout ça doit se poser dans le cadre du projet pédagogique. Et je pense qu'on a pris le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment dit on va réduire, on va faire un temps périscolaire sans réfléchir ce qu'on voulait réellement comme projet pour la société derrière. Donc oui, l'école doit être un endroit où ça peut se pratiquer. D'abord parce que c'est le seul endroit où on peut lutter contre les inégalités sociales, parce que tous les enfants ont accès à la même chose. Exactement. Pierre Rondeau, est-ce qu'en France, à l'école, et peut-être qu'après je vous demanderai si on a ce sentiment-là, on a le sentiment que c'est la tête d'un côté, les jambes de l'autre. C'est-à-dire que oui, c'est la culture franco-française dédiée au sport, contrairement au monde anglo-saxon ou en Europe. C'est ce que j'allais dire. Aux États-Unis, un sportif de haut niveau, il intègre une super grande université. Effectivement, en France, on va toujours privilégier la réussite intellectuelle et la réussite sportive. Vous serez là pour en témoigner, mais on a tous en tête les exemples au collège ou au lycée des rendez-vous parents-prof. Peu de fois, on allait voir le prof de PS pour savoir comment ça se passait. Ouais. Les conseils de classe, à chaque fois, on mettait en avant les résultats en mathématiques ou en français. Voilà. En EPS, c'était pas à chaque fois la chose la plus primordiale. Non, et on disait, c'est pas grave, très bon en tout, et puis en sport, quelqu'un qui avait 18 en EPS, mais 2 en maths, on allait le gronder, et quelqu'un, à l'inverse, qui a été très bon en mathématiques et très, très mauvais en sport, c'était pas grave. C'était vraiment à chaque fois mettre en avant. Et d'ailleurs, c'était une revendication à l'époque de Nathalie Yanetta, qui était conseillère au sport de François Hollande lors de son mandat, qui souhaitait que le coefficient au bac en EPS soit triplé, pour vraiment qu'on considère, qu'on prenne conscience qu'en France, et vraiment en France, le sport doit être mis en avant. Contrairement, je répète, il y a des pays en Allemagne, en Finlande, ou même dans le monde anglo-saxon, vous avez le sport qui est considéré comme étant normal et la pratique est régulière et répétée. Alors, Nicolas Todesco, est-ce que c'est pour ces raisons-là, manque d'équipement, sédentarité à l'école et cloisonnement un petit peu entre l'intellectuel et le sport, que vous avez décidé de mettre en place des vélos dans les classes? Expliquez-nous votre projet. Exactement, donc nous on met en place des vélos bureaux en sein de la classe, donc dans les établissements scolaires. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, on va pouvoir faire du sport. Alors, on va plutôt parler d'activité physique modérée, donc ce qui est déjà quand même une première étape vers le mouvement. Donc, on met en place ces dispositifs-là, et ils vont avoir l'avantage de permettre aux élèves de faire une demi-heure d'activité physique par jour. Ça va permettre aussi, justement, de combattre les inégalités et aussi d'amener un peu d'inclusion,
puisque c'est des élèves qui ont des troubles de l'attention, des élèves des troubles autistiques, voilà, tout un tas de personnes qui n'ont pas l'habitude forcément d'accéder au sport. Et l'utilité de ce vélo bureau-là, c'est qu'il est utilisé donc dans la période de classe, et ça permet d'allier la tête et les jambes, et forcément derrière, ça améliore la cognition. Et les professeurs sont pas dubitatifs au début, parce qu'on dit souvent en primaire, voilà, maintenant c'est tu restes assis derrière ton bureau, en maternelle tu pouvais aller jouer, là tu restes assis. C'est un changement de mentalité aussi peut-être à avoir. Les mentalités ont quand même pas mal évolué. Nous, ça fait 10 ans qu'on est en place et on a vu les choses vraiment bouger. Et c'est vrai que maintenant, c'est des choses qui commencent à être comprises, et surtout les effets sont tellement positifs que les choses s'imposent d'elles-mêmes, puisque on met 2 vélos seulement par classe, donc c'est quand même assez facile à mettre en place et à contrôler. Et Fabrice Alain, je parle sous votre contrôle de prof de PS, mais effectivement, il y a le sport tel qu'on l'imagine, etc. Mais il y a l'activité physique, juste le fait de se lever, de ne pas rester assis. C'est pas un angle mort, mais il faut aussi réfléchir à ça dans les classes, Sabrina Sebaï. Alors, dans les classes, bien sûr. Alors, moi, j'ai eu la chance de voir les vélos bureaux dans des classes, donc j'ai trouvé ça assez impressionnant. Et je trouvais très intéressant, en fait, de pouvoir allier justement ce côté activité physique avec l'éducation. Mais je pense que c'est surtout une acculturation, en fait, à cette envie de bouger. Et je vais vous donner un exemple. Quand vous avez dès la maternelle ou l'élémentaire des parents qui ramènent leurs enfants à l'école en voiture, alors qu'en général, ils sont à proximité de l'école, et que juste faire ces quelques mètres à pied avec leur enfant, c'est déjà une activité physique, même si on la sous-estime, eh bien c'est aussi cela, faire de l'activité. Donc c'est le chemin de l'école, c'est cette activité autour, c'est dans la classe. Et je crois qu'il y a peut-être aussi des choses qui sont perdues de ce point de vue-là, d'autant plus que derrière, il y a la question des écrans qui occupent de plus en plus de temps dans notre temps de la journée, et qui fait qu'on est moins aussi actif. On y reviendra parce qu'effectivement, on a l'impression que c'est un peu les vases communicants entre le temps de sport, le temps d'écran. Benjamin Dirk, il faut penser, la pratique physique dans sa plus large acceptation. C'est pas juste le sport, c'est le fait de se bouger, de pas rester assis toute la journée. Tout à fait. Là, en ce moment, on a les Jeux Olympiques d'hiver et c'est très bien, on a le sport de très haut niveau. Mais ça ne suffit pas de regarder, je crois que ça, c'est pas du sport. Et l'important, c'est ce sport pour tous, amener l'activité physique, ce qui est fait avec le vélo bureau, c'est une très très bonne chose. 5000 classes équipées. Tout à fait. Et on le fait dans le temps de l'école, mais ça doit aussi nous donner envie d'aller le pratiquer en dehors de l'école. Et c'est ça qui est le plus important dans ce genre de choses qui est mise en place. Alors justement, on a parlé des élèves, des profs, on va parler des parents. Avec Kadidiatou Konaté, vous avez 36 ans, vous avez 5 enfants, ce qui est déjà peut-être un sport en soi, de 4 à 15 ans. Et vous allez nous dire, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont se reconnaître, c'est vous voulez bien faire, vous voulez qu'ils fassent du sport. Mais alors, c'est 5 emplois du temps à gérer, quoi. Et oui, c'est 5 emplois du temps à gérer, en plus d'une autre. Que si on veut être actif aussi, faut que ça se programme. Et donc mes enfants, avec mon mari, on a eu la volonté de les mettre au sport tout de suite, parce que nous, on a vu notre exemple. Quand on a quitté le cadre scolaire, il n'y avait plus de sport. À partir de la fin du lycée, c'est à toi de décider d'aller faire du sport, mais il n'y a plus de cadre si tu n'es pas en club ou autre. Et donc on a eu cette volonté dès le CE1. Ils ont commencé par la natation, puis mon fils il a fait 6 ans de judo, les filles elles ont fait judo et font foot maintenant, et la petite dernière elle fait tennis. Et donc c'est des emplois du temps à suivre, beaucoup d'investissements humains, parce qu'il faut aller les déposer, aller les chercher. Il faut jongler avec les emplois du temps. Donc, et les devoirs et les devoirs, parce que par exemple, je prends l'exemple de mes filles, le mardi, jeudi, elles finissent à 17h, elles ont entraînement à 18h30, donc il faut courir. Il faut que les devoirs soient faits, qu'elles soient prêtes au vestiaire. Et donc, il faut une réelle volonté pour que ça se fasse. C'est ça, c'est que ça joue beaucoup sur la volonté des parents, Pierre Rondeau, d'expliquer, de consacrer du temps pour courir. Je pense que beaucoup de parents se reconnaissent. Le tennis à telle heure, pas oublier le sac de sport, redéposer. On arrive à la maison, 20h30. La douche, les devoirs, c'est déjà 2 journées en une. Il faut aussi, alors peut-être que c'est je vais avoir une forme c'est mon métier d'économiste qui va parler, mais il faut prendre conscience que le sport, alors j'ai conscience et bien évidemment qu'il faut prendre les devants et trouver des solutions pour savoir gérer son temps, mais il faut aussi prendre conscience que le sport est en soi un investissement. De manière globale, pas directement votre cas précis, mais de manière globale, le coût de la sédentarité, c'est 60 milliards d'euros, le coût social, pour toute la société. Et on sait, ça a été démontré, notamment une étude récente par le ministère des Sports, que si on mettait les gens à la pratique sportive régulière, avec un soutien, donc on parle de gain net ici, en plus d'un investissement consenti par l'État et les collectivités pour soutenir à la pratique, on pourrait faire de considérables
véritables économies. Et ces économies-là, c'est ensuite moins de taxes, moins d'impôts, moins de factures. C'est un investissement. Donc évidemment, il y a une question de temps et il faut trouver la solution. Mais il faut considérer que c'est aussi un investissement, le sport. Benjamin Dirk, c'est un investissement, puisqu'après, c'est vrai qu'on parle, c'est une question de santé publique. Je rappelle que l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, préconise 1 heure de sport par jour. Sauf qu'on voit, ça dépend quand même vraiment du bon vouloir, de la disponibilité des parents. C'est une volonté des parents et quand on a des enfants, on a envie qu'ils aillent à l'école et puis on a envie qu'ils fassent d'autres activités. Le sport en fait partie, c'est une valeur importante pour la santé mais aussi de cohésion sociale. C'est le dernier lieu, je crois, vraiment le sport, où on a encore de la mixité sociale. On va se retrouver sur un terrain de foot, sur un terrain de rugby, peu importe d'ailleurs quel type de terrain, avec des personnes qui viennent de catégories socio-professionnelles différentes, d'origines différentes. Et ça, c'est important pour notre société aujourd'hui. Kady Yatou, qu'est-ce qui pourrait vous aider, vous faciliter la tâche? Et vous disiez, c'est aussi parfois pour les parents, on se dit, oh là là, mais est-ce qu'il y aura aussi assez de temps pour les devoirs? On a l'impression de choisir un peu entre les deux. Alors, en fait, au-delà du temps pour les devoirs, parfois on se retrouve, en tout cas cette année, moi, ma plus grosse difficulté, c'est que, par exemple, le mercredi après-midi, ma fille fait tennis à 13h. Je suis active. Mercredi après-midi, je ne suis pas en congé. Donc, si l'État peut faire quelque chose, c'est peut-être d'établir en fait une continuité, que les associations sportives prennent le relais en fait à partir de l'école, parce que du coup, le mercredi, je ne peux pas la laisser en centre aéré, qui est la sport. Qu'est-ce qu'on peut faire, Sabrina Sebaï? Parfois, il nous manque juste les 15 minutes qui séparent l'école du gymnase, mais quand on travaille, on ne peut pas. Quelle est la solution que vous pourriez proposer? C'est ce que je posais tout à l'heure dans le cadre de la question du temps qu'on a eu sur ce temps périscolaire. C'est comment est-ce qu'on fait la jonction entre toutes ces activités, c'est-à-dire à savoir la connaissance, le savoir, et donc c'est ce qu'on apprend, et le fait d'avoir justement cette jonction pour pouvoir faire des activités, qu'elles soient physiques, mais ça peut être culturel. D'ailleurs, on pourrait aussi parler de la musique, du théâtre et de plein d'autres activités aujourd'hui. Mais je crois surtout ce qui est important, et ça a été dit, le sport, c'est un investissement bien sûr personnel pour les enfants, pour les parents, pour les familles, mais c'est aussi un investissement financier. Parce que là, quand on a 4 enfants qui sont inscrits dans des clubs, c'est des licences sportives derrière. Donc, ça montre aussi le problème des inégalités qu'on a évoqué tout à l'heure sur la question des inégalités sociales. Et surtout, je crois, peut-être ce qu'on a oublié un peu, c'est que le sport, c'est pas juste une casse à coger dans l'agenda ou l'emploi du temps de l'élève. C'est d'abord et avant tout des valeurs universelles, on l'a dit, mais c'est aussi une question de santé publique. Et souvent, on oublie peut-être de rappeler que cette activité physique et ce sport, il y a un enjeu de santé derrière, et c'est pas juste les petites 2 heures qu'il faut faire absolument dans son emploi du temps de la semaine. Vous vouliez rajouter un dernier mot, Kady Yatou? Après, oui. On reviendra justement sur ce frein du coût aussi, parfois du sport et des licences. Justement, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que c'est important que les enfants aient un autre cadre social que celui de l'école, parce que des fois, ça peut ne pas se passer bien, et des fois, ils ne peuvent pas aussi explorer d'autres facettes de leur personnalité. Et quand ils ont un club, une autre activité à côté, ils peuvent communiquer avec d'autres personnes et se développer autrement. Et le sport nourrit aussi énormément. En tout cas, moi, mon exemple, ce que j'ai ressenti personnellement, c'est que quand je fais du sport, je suis beaucoup plus productive et plus performante. Donc, pour eux, ça doit être la même chose. Donc, c'est très important de les inviter à le faire, de les accompagner. Est-ce que dans le public, justement, sur ces freins à la pratique sportive, que ça peut être la question du transport, du coût, est-ce que quelqu'un souhaite réagir? On vous écoute. On reviendra avec vous aussi à la fin de cette émission. Nasser Amissi, vous êtes coordinateur, responsable club aux enfants de la Goutte d'Or. Le coût, ça coûte de l'argent, effectivement. Les licences, alors il y a plusieurs aides, on y reviendra justement. Mais la question du coût, est-ce qu'elle freine aussi la pratique sportive? La question du coût, oui, freine l'activité, surtout dans les quartiers dits prioritaires. Les participants rencontrent des difficultés plus qu'ailleurs. Après, quand j'entends par exemple le témoignage de Kady Yatou, donc nous, au sein de notre structure, donc l'association Les Enfants de la Goutte d'Or, on travaille directement en proximité avec les habitants. Donc ces freins-là, on est conscient. On essaie de mettre des choses en place en termes d'accompagnement des jeunes. Donc les mercredis après-midi, j'ai des bénévoles, des éducateurs qui accompagnent en bus les 40 à 60 jeunes pour aller pratiquer le football sur le terrain et reviennent avec eux pour que les parents puissent, à la fin de la journée, puissent les récupérer à l'association. Mais nous-mêmes, en tant qu'association, on rencontre des problèmes pour pérenniser ces actions. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez leur demander à Benjamin Dirk et Sabrina Sebaï? Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai que l'investissement sur l'éducation par le sport, c'est un investissement.
Et nous, par exemple, si on arrive à avoir un éducateur dans notre association, dans notre club de foot, c'est 30 enfants qui vont être encadrés. Parce qu'autour de l'éducateur, on va mettre des bénévoles, on va mettre toute une structure qui va faire que l'accompagnement puisse être résolu. Et on a du mal à survivre, on a du mal à pérenniser nos actions qui sont des actions qui viennent des problèmes qu'on constate sur le terrain. Fabrice, Alain, je vais vous redonner la parole, mais Pierre Rondeau, peut-être pour savoir, est-ce qu'en France c'est plus cher qu'ailleurs de faire du sport ? En moyenne, non. C'est ça qui est paradoxal, c'est que comme vous avez des fédérations qui sont des délégations de services publics qui touchent des subventions via tout le mode de financement et de fonctionnement qu'on a en France. Pour rappel, vous avez 3 taxes affectées. Vous avez à la fois la taxe sur les paris sportifs, sur les jeux de hasard et sur les droits TV qui permettent d'abonder l'ANS qui va venir ensuite l'Agence nationale du sport. L'Agence nationale du sport qui va venir soutenir ensuite toutes les fédérations, les subventionner et en partie aussi le ministère des Sports. Vous avez cette forme de redistribution qui permet d'assurer, en comparaison avec d'autres pays, des licences parfois moins chères. Mais c'est pas uniquement... Moins cher, ça veut pas forcément dire pas trop cher pour certains. Alors pour certains, c'est sûr, mais au-delà de ça, quand bien même vous pouvez vous payer ces licences, j'ai juste en tête en comparaison pour vous dire à quel point on est mieux lotis, si je puis dire. Vous prenez le territoire nord-américain, aux États-Unis, les clubs de football, de soccer, c'est parfois $5 000 l'année. C'est pas les mêmes tarifs en France. Mais c'est pas une question de coût, c'est une question de temps, d'investissement, de structure, de déplacement. C'est pas au-delà du cadre économique. Fabrice Alain ? Ouais, je voulais signaler qu'en France, on avait une particularité quand même. Alors, moi, je suis professeur dans le second degré. C'est le sport scolaire, l'association sportive. On parlait du mercredi après-midi. En termes de coûts, ça défie toute concurrence. La plupart des licences sont à 20 € l'année. Enfin, c'est des participations comme ça. C'est quelque chose qu'il faut absolument défendre. 1,2 million de licenciés, 40% de filles. C'est 10% de plus que la moyenne des fédérations. Donc, c'est un vrai levier, là, par contre, de développement de l'activité physique. Benjamin Dirk, s'il y a des aides, le passeport, il y a des aides aussi, souvent dans les communes, justement pour encourager à la pratique. Mais on le voit bien, chez certaines personnes, ça ne suffit pas. C'est un frein, le coût de l'équipement, de la licence. C'est déjà important, c'est 50 € du passeport qu'on a pu mettre en place pour les familles dont les parents touchent l'allocation de rentrée scolaire. Il y avait eu une année, l'an dernier, où le gouvernement était revenu et avait supprimé entre 6 et 13 ans sur le projet de loi de finances qu'on a eu là. C'est revenu. On le remet en place, donc c'est une très bonne chose. C'est 50 €, ça touche 1,6 million quand même d'enfants. Et puis, vous avez raison de parler des aides également des collectivités territoriales. Puisque le budget du sport, c'est 600 millions d'euros, 840 avec ces fameuses taxes affectées dont vous parliez. C'est 9 milliards d'euros si on compte l'ensemble de l'investissement de chaque ministère. Et c'est 19 milliards d'euros si on compte l'investissement des collectivités territoriales. La puissance publique investit 19 milliards d'euros. Excusez-moi, juste pour finir, ce dont on a besoin, j'entendais monsieur, pour les associations sportives, c'est de stabilité et de visibilité. Et c'est pour ça que dans la proposition de résolution qui va arriver lundi, on demande une loi de programmation, mais surtout un budget pluriannuel, pour que vous sachiez sur 4 ans où on ira. Parce que je crois que même quand on a des légères baisses, quand on est capable de les anticiper, on peut avancer. Mais pas quand c'est pris du jour au lendemain. Et avec l'instabilité politique, c'est vrai que là, je pense que ces dernières années, il y a eu beaucoup d'inquiétudes à chaque budget. Sabrina Sebaï, est-ce que c'est suffisant, le budget du sport ? Tout n'est pas une question d'argent, mais parfois on le dit, c'est le nerf un peu de la guerre. Est-ce qu'il faut mettre plus d'argent ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que visiblement, ce n'est pas suffisant vu les résultats qui viennent d'apparaître sur la pratique du sport dans notre pays. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que oui, la question financière, ça reste, on dit souvent, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et je rappelle qu'effectivement, il y a de l'argent, mais le sport, en dehors de la question scolaire, c'est 17 millions de licenciés dans les différentes fédérations. C'est aussi 3 millions de bénévoles. Et c'est important de le dire, parce que quand on parle des associations, la question de ces associations qui font vivre ce mouvement sportif dans notre pays, elle est essentielle. Et c'est vrai que la résolution va être importante, parce que souvent, ce que nous disent les associations, c'est que nous, elles font un budget, mais l'année suivante, elles ne savent pas si elles pourront pérenniser ou pas les fonds. Donc cette question de la pérennisation des fonds, de pouvoir savoir un peu se projeter en réalité sur l'avenir, elle est essentielle. Et puis surtout, ça pose aussi la question derrière de la formation des éducateurs, de ceux qui accompagnent les enfants très jeunes à cette activité sportive. Donc vous voyez, en fait, tout ça est un investissement de long terme, et donc il faut forcément avoir une vision de long terme pour pouvoir avoir cette pratique du sport sur plusieurs années. Et je crois que c'est un peu ça qui manque aujourd'hui. C'est peut-être un projet politique au global de ce qu'on veut faire en termes de sport dans notre pays.
Sur la question des équipements, je voudrais faire un petit point aussi sur une question essentielle. On parle beaucoup de santé publique. Les équipements en piscine, c'est très important que les enfants apprennent à nager. Chaque été, on s'aperçoit qu'il y a aussi de nombreuses noyades. Fabrice Salin, vous le constatez aussi, le manque d'équipements en piscine. Je crois qu'il manque 400 bassins à peu près pour convenir à la population française. Ah ouais, bien plus. Nous, on chiffre à 1000 piscines le besoin. L'enquête Gymnascore qu'on a menée l'année dernière, une enquête nationale, dit qu'il n'y aura que 14% des collégiens qui auront accès à la natation sur leur scolarité. Donc c'est un vrai problème. Si vous avez regardé l'été dernier, en plus avec la canicule, autant les chiffres des noyades, je dirais pendant la période surveillée, a augmenté un peu, mais pas significativement. Autant quand c'était pas surveillé, ça a augmenté significativement. Ça veut dire que bon, les maîtres nageurs font très bien leur travail, mais quand il y a beaucoup de gens qui vont se baigner, il y a un vrai problème. Et ça, Benjamin Dirk, Sabrina Sebaï, il y a aussi une fracture entre ceux qui peuvent aller un peu à la mer pendant les vacances, apprendre avec les parents ou même avoir une piscine pendant leur lieu de vacances, et les autres. Vous avez raison, d'ailleurs, avant même les piscines, il y a les difficultés à pouvoir recruter des maîtres nageurs. Je suis aussi élu local et quand on veut trouver les maîtres nageurs dans nos piscines, ce n'est pas toujours évident. Ce que l'on demande dans la proposition de résolution qu'on aura lundi, c'est de dire qu'on mette des priorités sur, vous savez, il y a des enveloppes qui sont données aux préfets pour les investissements pour les collectivités territoriales. On veut des ratios d'équipements par habitant, avec peut-être un nombre de kilomètres par rapport aux équipements, parce que quand la topographie n'est pas forcément évidente, c'est important de prendre ça en compte. Et quand ces ratios nous diront qu'on est vraiment en manque, eh bien, priorité doit être donnée à ces collectivités territoriales-là pour pouvoir investir dans les équipements, dont les piscines. Et puis je crois, enfin, qu'il nous faut également avoir des partenariats avec le privé. Vous allez avoir... Mes collègues d'Annecy peut-être m'en voudront, mais si je prends l'exemple d'Annecy, peut-être que quand on est dans des communes comme ça, des communes un peu plus riches, on est capable d'avoir des investissements privés qui viennent nous aider. Et puis quand on est, je ne sais pas, chez moi, plus loin en Saône-et-Loire ou dans la Creuse, et à ce moment-là, c'est l'investissement public seul qui doit venir construire. Il n'est pas normal que des élèves, que des enfants ne puissent pas avoir accès à une piscine. Alors, on va réfléchir ensemble. Vous partagez le constat, Sabrina Sebaï, sur cette question? Oui, alors après, moi, j'ajouterais qu'il y a quand même beaucoup d'équipements de piscine qui sont très vétustes aussi, qu'il faut absolument rénover. Donc, ça pose aussi le souci. Et que les mairies décident de ne pas forcément rénover. Tout à fait. Donc, on ferme les piscines parce qu'on n'a pas les moyens de les rénover. Et je crois que pendant longtemps, il y a eu une logique de se dire qu'il fallait une piscine par ville pour pouvoir faire en sorte que les enfants puissent savoir nager en rentrant en 6e. Et aujourd'hui, je crois que les communes, elles commencent aussi à travailler en intercommunalité parce que parfois, il faut un équipement pour plusieurs villes. Et ça fonctionne aussi. Il faut pousser vers ça, je pense, pour que tous les enfants sachent nager en 6e, qui est normalement une obligation aujourd'hui en France. Allez, on va essayer d'aller voir aussi des initiatives qui se multiplient dans le pays. On va aller dans un collège de Normandie. Tous les midis, pendant la pause déjeuner, une séance de sport par des éducateurs. Objectif, bien sûr, faire redécouvrir aux élèves les bienfaits de l'activité physique. Mais par la même occasion, ils lâchent un peu leur téléphone. Reportage à Mondeville dans le Calvados. Nicolas Fleury, Sophie Régis. Tu vas prendre la corde et tu vas tirer. Ce n'est pas un cours d'EPS, mais bien la pause déjeuner. Yeah! Chaque midi dans ce collège près de Caen, c'est initiation au sport. Une activité gratuite pour inciter les élèves à se dépenser davantage sans aucune obligation. Comme on sort du cadre scolaire, c'est aussi un peu d'oxygène pour eux. Nous, on n'a pas les mêmes exigences. En tant qu'éducateur, nous, on est là pour développer le lien social. Un tiers des élèves participent régulièrement. J'aime bien me dépenser et puis ça me fait penser à autre chose. Ça nous fait découvrir des sports comme le tennis là-bas, le basket. Enfin, moi, je fais un peu de tout. C'est l'Agence régionale de santé qui finance ce programme. 20 000 € par an. Allez, c'est parti. Ici, les éducateurs le constatent. La santé des jeunes s'est dégradée. Il y a des enfants, des jeunes qui savent, au niveau de souplesse, qui savent pas s'accroupir avec avoir les pieds à plat. Ou il y a des choses qu'ils savent pas faire en fait. Et c'est vrai que nos jeunes, le mode de vie fait que ils sont assez sédentaires. C'est plus comme avant où ils bougeaient beaucoup. Et donc c'est vrai que ça a des répercussions sur la santé. Les 13-15 ans passent en moyenne près de 4 heures par jour devant un écran. Pour le principal du collège, les effets de ces activités sportives sont notables. Toutes les enquêtes qu'on mène, donc début et fin d'année, montrent une amélioration. Ils passent moins de temps sur les écrans, un petit peu moins d'une demi-heure en moins tous les jours. Donc ça, c'est déjà tout à fait pertinent.
Difficile pourtant de motiver tous les élèves et surtout de briser les stéréotypes de genre. Sur ce terrain, seul un élève sur 10 est une fille. Ils préfèrent jouer que entre garçons. Parce qu'ils croient que vous êtes moins forte qu'eux ? Oui. C'est pour ça qu'on fait des journées spéciales filles, parce que souvent les filles n'aiment pas trop venir quand il y a des garçons. À long terme, les éducateurs espèrent bien parvenir à démocratiser le sport chez les jeunes. S'ils sont conscients que la pratique sportive est bénéfique pour leur santé, c'est les futurs parents. Et donc pour les futurs enfants, ils seront convaincus. Aujourd'hui, une quarantaine d'écoles et de collèges en France proposent ce genre de programme. Et on va reparler justement sur cette question, puisqu'on le rappelle, c'est une question de santé publique. Normalement, il faut faire 1 heure de sport quand on est jeune. Et on voit qu'il y a la question du surpoids, la question des écrans. Je voudrais qu'on écoute le témoignage de vous, Pedro Luca de Aguiar. Alors, c'est bien parce que vous avez un regard un peu international. Vous avez plein de drapeaux sur vous. Vous êtes né au Brésil. Vous avez déménagé au Canada. Donc, vous allez pouvoir nous dire comment ça se passe. Et vous étiez en surpoids. C'est grâce au sport aussi que vous avez pu perdre du poids. Oui, bonsoir. Oui, j'ai été au Brésil avec ma famille jusqu'à fin 2022. L'école, c'est comme ici. On reste au lycée, à l'école, au collège jusqu'à 16, 18, soit 17 heures. Donc, c'est vraiment compliqué un peu pour les enfants de faire ses devoirs, faire du sport et peut-être aller dormir le bon horaire. Donc, quand moi et ma famille on est allés au Canada et en 2022, ça a changé parce que là, les cours vont jusqu'à 14 heures tous les jours. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile d'avoir le temps et avoir une routine pour faire le sport toute la semaine. Moi, j'ai presque toute la semaine fait du sport depuis 2023. C'est pour ça que depuis ça, je suis en surpoids maintenant. Je suis, je pense, en forme. Ça a été important pour vous, quoi. Ça a changé. Ça a pu vous permettre de reprendre cette activité physique qui vous manquait. Oui, et là, maintenant, c'est important pour moi. J'aime bien. Je ne peux pas y aller 1 semaine, 2 semaines sans faire du sport parce que, oui, ça change tout, en fait. Alors, c'est un exemple de Pedro et qu'on cite beaucoup aussi quand on parle des pays étrangers, là où on arrête l'école à 14 heures et après, chacun va faire du sport. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est transposable en France, Pierre Rondeau? Ça le serait, mais alors déjà, il peut y avoir un biais culturel parce qu'on a les très longues vacances d'été et on est organisé de 8h à 18h à l'école. Mais ça a été expliqué, ça a été dit sur la question du débat, du temps scolaire et périscolaire. Est-ce qu'on aurait le courage ou en tout cas ou la volonté de mettre à plat l'organisation française de l'école et de faire un peu comme le font les pays scandinaves ou l'Allemagne du Nord, dans le nord de l'Allemagne, où vous avez cours le matin, sport l'après-midi, ou en tout cas activité sportive ou extrasportive l'après-midi. Mais c'est complètement géré ou c'est aux parents d'aller chercher, d'amener, de payer? Dans ces pays-là, je pense notamment aux pays scandinaves, vous avez véritablement une organisation instituée, organisée directement par les collectivités, par les villes, par les associations, par le mouvement associatif, qui fait en sorte d'avoir l'école le matin et vous avez ensuite toute forme d'activité l'après-midi. Mais là, ils ont moins de vacances scolaires que nous et l'organisation du temps et du programme est totalement bouleversée. Sabrina Sebaï, c'est vrai qu'on a une réflexion, il y a la convention des temps de l'enfant. Nous, on a ces 2 mois de vacances qui font qu'on a des journées très remplies. Est-ce que c'est possible d'imaginer qu'à partir de 14h, 15h, on passe au sport, aux activités culturelles, à d'autres choses que l'apprentissage, même si c'est une forme d'apprentissage, j'ai bien retenu, assis en classe, comme les Français et les mathématiques? Alors moi je pense que c'est souhaitable et qu'il faudrait y réfléchir parce qu'en réalité quand on parle de ce temps scolaire, périscolaire, on le réfléchit pour qui? On le réfléchit pour le bien-être de l'enfant normalement et de son développement et de sa réussite. Et donc la logique voudrait qu'on s'adapte à ce rythme de l'enfant en tenant compte de tous ces paramètres, donc y compris de la question de ces activités l'après-midi qui permettent un développement autre qu'il soit social, culturel, sportif et bien d'autres choses. Mais surtout moi ce que je veux dire c'est que comme on a évoqué cet exemple, on est dans une situation en France où aujourd'hui vous avez 6% des enfants qui sont obèses, 17% de surpoids.
vous avez une obésité qui a été multipliée par 4 chez les jeunes de 18 à 24 ans en 20 ans. Donc, en réalité, le fait qu'on déserte cette activité physique et ce sport a des conséquences déjà sur la santé aujourd'hui. Vous avez par exemple des diabètes de type 2 qu'on retrouvait beaucoup plus tardivement, qui apparaissent dès l'adolescence aujourd'hui. Donc, en réalité, c'est un coût social énorme, ça a été dit tout à l'heure. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas, finalement, tout remettre à plat en travaillant avec le corps éducatif dans son ensemble et l'enfant pour permettre d'avoir un vrai temps qui s'adapte finalement aux besoins de l'enfant. Et Benjamin Dirz, je rajoute, pardon, mais il y a aussi l'organisation des parents, puisqu'effectivement, si tout est géré, c'est facile. Si en fait on s'aperçoit qu'à 14h, les enfants sont libérés de l'école et il faut se débrouiller, c'est plus compliqué. Benjamin Dirz, est-ce qu'on pourrait réfléchir effectivement à ce temps scolaire et ce temps d'apprentissage du sport et de la culture aussi, ça peut se rejoindre. Exactement, je suis également tout à fait favorable, mais je crois que c'est dans le général une aspiration de la société que de revoir ces temps, qui vont forcément poser des questions organisationnelles, celles que vous venez d'évoquer, et des temps de déplacement. Et quand on est dans les territoires ruraux, c'est pas forcément évident, mais même à Paris, ça a été dit tout à l'heure, quand on veut trouver un gymnase, on le fait pas comme ça. Je pense aussi qu'on fait des très bonnes choses. Je parlais de la proposition de résolution. Pour arriver là, j'ai eu une grande mission avant, avec plus de 300 personnes auditionnées, et on a regardé un peu ce qui se passait dans les autres pays. Il y a aussi les autres pays qui envient ce que l'on est capable de faire. Ça a été dit tout à l'heure, mais plus de 6,5 millions d'enfants qui font du sport en club, 17 millions de Français qui pratiquent en club, mais 34 millions de Français qui font du sport. Donc on peut aussi, à un moment donné, être fier de ce que l'on fait. Il faut pouvoir aller plus loin, certainement via l'aménagement de ce temps scolaire. Et sur le lien écran-sport, est-ce que pour vous, par exemple, c'est les vases communicants. C'est plus il y a d'écran, moins il y a de sport. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir sur cette question? Oui, on va vous écouter. Yasmine, vous êtes étudiante. Pour vous, c'est évident ou alors est-ce que c'est un raccourci un peu trop facile? Alors c'est exactement ça. J'ai l'impression que depuis que les écrans et notamment surtout les réseaux sont arrivés dans les vies des jeunes, j'en fais partie bien évidemment, je m'en rends compte que je fais moins de sport. Et franchement, je suis déçue d'avoir arrêté le sport. Mais j'ai remarqué que oui, effectivement, plus on est sur les écrans, plus on décroche, puisque en fait, on ne voit pas le temps qu'on passe sur les réseaux, sur les écrans. Et en fait, on oublie totalement le sport, qui est une matière à l'école importante, il ne faut pas l'oublier, mais aussi quelque chose d'important pour notre santé. Et je sais qu'on voit que les élèves... les enfants, les jeunes, il y en a qui passent plus de 10 à 12 heures sur leur écran, sur leur téléphone, et pourtant ne font même pas 30 minutes de sport. Donc cette différence est liée à cause des écrans, et en fait, je trouve qu'il faudrait instaurer une sorte de minuteur, on va dire, où il faut un moment mettre stop aux écrans et se forcer à faire du sport pour la santé. Zélie, vous êtes d'accord, vous aussi? Parfois, on a tendance à choisir un petit peu de regarder son téléphone et on s'appelle qu'on aurait peut-être pu aller courir une demi-heure, une heure? Oui, je suis totalement d'accord. C'est vrai que parfois, on se dit, il faut que je fasse par exemple mes devoirs. Puis on se dit, je vais aller sur les réseaux 5 minutes. Puis finalement, on finit par faire le temps d'une course sur les réseaux. C'est vrai que c'est un temps en parallèle, les réseaux sociaux. Pierre Rondeau, il y a vraiment une symétrie entre l'augmentation du temps d'écran et la baisse de la pratique sportive? On n'a jamais véritablement démontré une corrélation directe, mais bien évidemment, quand on regarde les courbes dans l'évolution du temps d'écran et l'évolution des taux d'obésité, des taux de diabète, de la baisse de la pratique sportive, évidemment que ça se croise, évidemment qu'on peut supposer que c'est l'un des facteurs déterminants. Et d'ailleurs, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, fait vraiment le lien, puisque quand elle calcule des risques sanitaires, elle regarde l'exposition aux écrans et la pratique sportive. Des risques préoccupants pour 66% des 11-17 ans, c'est quand on passe plus de 2 heures sur son téléphone et moins d'1 heure de sport. Risque élevé, presque 1 jeune sur 2, 11-17, quand on passe plus de 4h30 sur son téléphone, moins de 20 minutes. Et vous l'avez dit, Yasmine, 4h30, ça paraît beaucoup, mais en vrai, quand on est absorbé, c'est compliqué. Vous avez légiféré en ce moment sur la question des réseaux sociaux, de leur interdiction. Emmanuel Macron parle même aussi, lui, des jeux vidéo. Est-ce que vous avez aussi en tête ça, quand vous le faites, vous, législateurs? Vous vous dites, il faut sortir les enfants des écrans pour aussi les remettre au sport plus globalement?
On a Benjamin tellement en Dirks. tête que le jour, normalement, la proposition de résolution devait être examinée le 26 janvier, qui était le jour de la proposition de loi sur les réseaux sociaux. Et c'était une volonté de notre groupe d'avoir les deux propositions sur la même journée. Ça n'a pas été possible du fait de l'impératif du temps législatif. Mais c'est une évidence que, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Vous savez, j'ai aussi des enfants. Avec mon épouse, nous deux, on en a 4. Les 4 font du sport. Et puis les 4 sont aussi bien trop souvent sur les écrans, donc c'est important de prendre ça en compte. Sabrina Sebaï. Oui, j'ai presque envie de dire, là on parle beaucoup des jeunes, mais il ne faut pas se leurrer. Nous, en tant qu'adultes, on fait la même chose. Alors moi, je suis en plein dedans. Qu'on prend notre téléphone et qu'on se branche sur un réseau social, enfin on est parti pour 1 heure de temps. Donc je crois qu'il y a aussi montrer l'exemple, c'est-à-dire qu'il y a aussi une responsabilité de l'environnement global. C'est-à-dire que si vous avez dans une famille tout le monde qui est globalement connecté sur son téléphone, on ne peut pas dire à ses enfants, bon allez faire de l'activité. Donc je crois qu'il y a aussi de remettre du sens, l'idée de se remettre du sens, parce que l'activité sportive et l'activité physique, c'est individuel bien sûr, mais ça peut aussi être familial, collective, avec ses amis. Et donc je crois et ça crée surtout du lien et de la cohésion, et je crois que c'est très important de le rappeler aussi. Pedro, un petit mot sur le sujet ? Oui, sur la question des relations entre les écrans et les sports, par exemple, moi, je vais 16 heures plus d'écran par jour minimum avant de commencer vraiment à faire les sports. Je pense que si on arrive à habituer les enfants à faire des sports tous les jours, toutes les semaines, c'est les sports qui prennent les places de l'écran. Vous regardez combien les écrans par jour et vous apercevez que vous les regardez de moins en moins plus vous faites de sport ? Oui, c'est plus de sport, moins d'écran, je pense. Nasser, un mot sur cette question ? Vous en court. Côtoyez des jeunes, alors Voilà, ils sont comment ça. sur les terrains ? Ils ont les deux ? Très court, en fait, la sensibilisation à cette pratique, en tout cas, à ne pas aller sur les écrans, c'est important. Mais ce que je remarque aussi, c'est que nous, par exemple, pendant le stage Éducafoot qu'on mène pendant les vacances scolaires, on accueille les enfants les après-midi. Et avant d'aller sur le terrain, on a 1h30 avec eux dans le local avant de partir avec eux. Et puis, on s'était rendu compte que comme il y avait un écran, qu'ils allumaient, ils mettaient des matchs de foot, des actions. Hop. Et puis ça reste à peu près dans le monde du sport. Mais, mais bon, on a réfléchi à comment faire pour remédier à ça. Et puis, on a mis des jeux de société, en se disant, tiens, ils vont y aller par eux-mêmes. Et puis, moi, j'ai demandé à mes éducateurs de créer des tables et de jouer avec eux. Et en fait, on s'est rendu compte que les jeunes, et c'est là aussi où c'est très positif, c'est que les jeunes, quand on leur met des jeux de société, des Uno, des Puissance 4, voilà, et qui jouent entre eux, il y a une action qui se crée. Donc vraiment, c'est aussi ça, c'est favoriser aussi ces moments et faire en sorte qu'ils existent. Mathieu Dartout, on va en venir avec vous puisqu'il a été question à plusieurs reprises justement des filles. Les filles qui lâchent le sport bien souvent au moment de la puberté. Il y a un chiffre, 47,2% arrêtent, soit parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise dans leur pratique, c'est un moment de la vie qui est compliqué aussi. Alors vous avez trouvé un peu une solution pour vous parfois, il faut réserver des temps pour les filles. Racontez-nous votre initiative. Mathieu Dartout, je redis bien, 26 ans, éducateur de rugby. Exactement, donc moi je suis éducateur dans mon club de rugby dans lequel j'évolue depuis maintenant plus de 10 ans et donc nous on est hyper impliqués comme Nasser sur les quartiers prioritaires aux alentours de notre club et donc on mène beaucoup d'actions, que ce soit des opérations pieds d'immeuble où on vient directement dans ces quartiers-là pour proposer des initiations rugby aux enfants. Et fort de ça, on a aussi créé une sorte de centre de loisirs autour du rugby avec ces enfants-là des quartiers qui ont peut-être plus de difficultés à avoir accès au sport le mercredi. Et le projet avait du mal à décoller de par la dimension mixte du projet. Et en fait, quand moi je suis arrivé et que j'ai repris le projet, on a mis la féminisation au centre de ça. Et aujourd'hui, on a une catégorie féminine de filles entre CE2, CM1, CM2, d'une trentaine de filles, plus de 30 filles. Et en fait, elles ont créé une vraie identité au sein du club, plus que du développement physique et tous les problèmes qu'on a évoqués de la santé. C'est une cohésion différente qu'elles ont, puisqu'en plus ça a créé des liens inter-écoles, parce qu'elles ne viennent pas toutes des mêmes écoles et des mêmes classes. Et en fait, aujourd'hui, c'est elles qui sont moteurs et force de proposition pour différents types de projets dans le club.
Et c'est de par ce projet-là qu'elles existent. Et même quand elles reviennent à l'école, après, ça crée un groupe de petites rugbymen dans les classes et tout. Et donc, elles en parlent aux copines. C'est comme ça que le projet avance, quoi. Il faut parfois, sur certains projets, peut-être pour convaincre des filles, effectivement, avoir des sections, pas faire des sections mixtes tout le temps. On est à un âge, à l'adolescence, les regards sont peut-être aussi un peu difficiles les uns sur les autres. Pierre Rondeau, déjà, est-ce qu'il y a des sports qui restent en France très masculins d'un côté, filles de l'autre, ou est-ce que le temps où c'était danse pour les filles, foot pour les garçons est révolu? En termes de chiffres, par exemple, la fédération la mieux dotée en termes de licence, c'est l'équitation. Et l'équitation, c'est la très grande majorité des filles. Je crois, il me semble, le rapport 70-30 pour l'équitation. Mais ce qui est normal dans très bien loti en termes de licenciés, parce qu'il faut être assuré pour faire du cheval. Donc forcément, vous êtes licencié au sein de la fédération. Et c'est essentiellement féminin. Je vais prendre un exemple par rapport à ça, sur la volonté de rendre le sport inclusif et de faire en sorte qu'on ait une véritable féminisation et un accès pour les filles de tout âge. C'est le cas du football. Le football, on s'était imaginé, en ayant la Coupe du Monde 2019 organisée en France, les Jeux Olympiques en 2024, et même le plan de la Fédération française de football, qui espérait avoir 300 000 licenciés filles d'ici les années 2020. On avait vraiment le souhait ou la volonté de faire en sorte que le football devienne en soi un sport mixte. Autant de filles que de garçons, et vraiment que les filles et les joueuses soient aussi importantes que les garçons, les joueurs. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé parce qu'il n'y a pas eu assez d'efforts qui ont été faits, et on le voit aujourd'hui tant médiatiquement que sportivement au quotidien. Quand on voit les droits TV de la Coupe du Monde qui ont difficilement été vendus pour la diffusion de la Coupe du Monde féminine en 2023, quand on voit qu'il y a des clubs aujourd'hui qui n'ont pas de section féminine, il y a des filles qui jusqu'à l'âge de 12 ans peuvent pratiquer avec les garçons et ensuite sont exclues parce qu'il n'y a pas de section féminine pour les plus de 12, et la fédération n'a pas fait assez d'efforts pour soutenir la pratique féminine, et la fédération indirectement c'est l'État, puisque je rappelle, délégation de service public. Donc il y a beaucoup de souhaits et beaucoup de discours qui sont faits pour tenter les paroles, les actes. Les paroles et les actes, évidemment. Sabrina Sebaï, est-ce qu'il faut effectivement réfléchir, quand on voit que les filles arrêtent parfois le sport, avoir une politique vis-à-vis du sport qui a un angle spécifique aussi pour les filles? Je pense que c'est essentiel. Si c'est un objectif qui est fixé, effectivement, il faut d'ailleurs des actes pour pouvoir les mettre en place. Et parfois, c'est vrai que souvent depuis Paris, on donne comme ça des orientations un peu nationales. Sauf qu'en réalité, chaque discipline est différente, chaque club est différent. Et je crois que c'est plutôt au niveau de chaque territoire qu'il faut adapter la pratique et les outils qui sont mis en place pour favoriser un maximum la pratique du sport. Et elle se pose pour la féminisation, mais elle se pose aussi pour les personnes en situation de handicap, pour lesquelles il faut absolument aujourd'hui avancer sur l'adaptation des équipements, sur la formation des éducateurs pour pouvoir accueillir tout le monde de la même manière et pouvoir avoir une pratique du sport la plus inclusive possible. Nasser, il y a une section féminine chez vous? Oui, il y a une section féminine. Il y a beaucoup de candidates? Alors, il y a une section féminine et puis c'est vrai qu'on rencontre ces difficultés. On rencontre ces difficultés, mais on met des plans en place. Par exemple, on fait de la pratique sur l'espace public. Et pour légitimer la pratique, nous, on a un city-stade au cœur du quartier qui est généralement occupé par les garçons. Et puis, on mène une fois par semaine des actions donc, sur cet espace public, pas pour chasser les enfants, les garçons plutôt, mais pour que les filles aient leur place. Et souvent aussi, on fait de la mixité. Après, moi, je voulais revenir sur les freins rencontrés par les filles sur la pratique sportive. On note que beaucoup d'adolescentes arrêtent la pratique sportive. C'est aussi la question j'ai mes règles et je fais des sports. Et c'est une question qui n'est pas assez abordée. Nous, on a réfléchi à la Fédération française de football autour d'une table à cette question. Et l'idée, c'est aussi de former les éducateurs. Parce que la fille, quand elle ne pratique pas, pour ces raisons-là, quand elle revient, il y a son intimité, elle n'ose pas le dire. Et quelquefois, c'est la double sanction. Et puis, pour finir, il y a aussi l'exemplarité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de filles coach. Et nous, on a besoin d'avoir des filles coach. Donc, on les détecte, on leur parle, on fait en sorte que les filles deviennent des exemples après. Des exemples et tout. Et c'est ça aussi, parce que les filles, quelquefois, elles disent Mbappé, c'est leur modèle, alors qu'on a besoin que ce soit les Bacha. Wendy Renard aussi. Wendy Renard aussi. Benjamin Dirk, c'est vrai que sur cette question, les adolescentes, quand elles expliquent pourquoi elles arrêtent leur pratique du sport, elles disent qu'effectivement, à la puberté, les changements physiques, ça rend moins agréable le sport, que c'est aussi compliqué de raconter parfois, vous le disiez Nasser, sa vie. Les règles, ça peut être aussi un frein, effectivement, parce qu'on sait que ça peut des douleurs. Est-ce qu'il faut vraiment, dans la politique qu'on a envers le sport, pas oublier que effectivement, les filles, elles sont confrontées aussi à ça, et il faut peut-être avoir des pratiques un peu différentes, adaptées pour elles quand elles font du sport. Vous avez tout à fait raison. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que
quand on a voulu revenir sur le passeport sur les 13-18 ans parce qu'on voyait qu'il y avait un décrochage, le décrochage n'était pas pour des questions d'argent, autrement les enfants n'auraient pas été là avant, mais certainement que les questions de puberté étaient beaucoup plus présentes. Tout ce que vous avez évoqué est totalement vrai, peut-être la question des brassières également. Quand on va courir, ce n'est pas forcément évident à certains moments. Il faut savoir le faire. Et puis, il y a la question des vestiaires. Moi, c'est quelque chose qui est beaucoup remonté dans la mission que j'ai pu avoir sur certains sports. Moi, si je prends le cas de ma circonscription, on a 2 grands clubs de basket. J'ai le premier club de basket féminin de Bourgogne-Franche-Comté. C'était un club qui était mixte. J'y jouais quand j'étais enfant. Maintenant, c'est devenu un club exclusivement féminin. Et l'autre club est devenu exclusivement masculin. On y retrouve exactement le même public en tous les cas. Fabrice Alain, il faut dire aux filles de ne pas hésiter. Et puis, il faut dire aux garçons parfois aussi de bien accueillir leurs copines quand elles veulent aussi faire du sport. Oui, je suis en accord là, avec le décrochage des filles à l'adolescence, mais il y a aussi quelque chose à avoir en tête, c'est qu'en âge d'école primaire, il y a déjà moins de licences chez les filles que chez les garçons. C'est-à-dire que les parents mettent moins leurs filles que les garçons dans les clubs. Alors je reviens à l'école parce que c'est mon rôle aussi, et je pense que la fonction de l'EPS à l'école élémentaire, je dirais même primaire, les deux, élémentaire et maternelle, par des vrais apprentissages, permettrait, à mon avis, aux filles de rentrer davantage dans la pratique, et la pratique pérenne par des apprentissages et des savoirs qui se construisent. Voilà. Et justement, oui, Kadi Diatou, vous avez fille-garçon, je crois, donc vous connaissez les deux. Exactement. Justement, par rapport à la pratique des filles, par exemple, les miennes, elles finissent l'entraînement à 20h30 et retour à la maison 21h. Je peux comprendre qu'il y ait des parents qui ne veulent pas que leur fille rentre aussi tard. Et plus pour les filles que les garçons, il y a une inquiétude aussi c'est la société dans laquelle l'espace on public vit. Voilà. quand les filles rentrent à la maison, évidemment. S'il n'y a pas d'organisation autour, peut-être un groupe qui rentre ensemble, c'est vrai que ça peut être très compliqué. Je peux comprendre que ça puisse être un frein pour la pratique du sport de certaines filles. Alors justement, Fabrice, il dit la solution, c'est à l'école. Au moins à l'école, on peut décider de mettre les mêmes apprentissages pour tous. Est-ce que c'est une des solutions, justement, Sabrina Sebaï ? Moi, je pense que, mais je l'ai dit, l'école est vraiment centrale dans la question de cet apprentissage à la culture du sport, y compris, c'est peut-être là où maintenant on découvre plusieurs activités sportives, donc plusieurs sports. C'est là aussi, peut-être on choisit aussi le sport qu'on va pouvoir pratiquer en club, en dehors de l'école. Donc c'est extrêmement important. C'est même le pilier central. Si on veut que nos enfants, un peu plus tard, décident de s'inscrire à un club, c'est d'abord qu'ils découvrent tout ce sport au niveau de l'école. Et là, effectivement, tous les enfants sont égaux, qu'ils soient filles ou garçons, qu'ils aient les moyens ou pas. En fait, ils ont tous la même chance de pouvoir pratiquer ce sport. Mais ça pose évidemment la question, vous savez, quand on a encore des écoles qui ne sont pas totalement équipées, quand on a vraiment toute cette question des équipements, des profs, de PS aussi. Enfin, voilà, derrière, ça demande quand même un investissement. C'est pour ça que je dis à un moment, le sport est politique. Donc, tout est politique. Exactement. Donc, il faut le traiter de cette manière-là aussi. Nasser Amissi. Alors, une petite question, une petite réflexion de Sophie. On vous écoute, Sophie. Vous êtes étudiante. Oui. Et moi, j'ai fait du handball en club. Et j'ai dû arrêter parce que, en fait, j'étais la seule fille du club. Et j'ai été victime un petit peu de discrimination. Et j'ai des amis aussi qui ont dû arrêter leur sport en club pour les mêmes raisons. Donc je trouve qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est un Benjamin Dirks, vraiment insister sur le fait que les filles soient les bienvenues partout. Non, mais ça, c'est une évidence. Et que quand on a ce type de soucis, c'est pour le coup, alors on vante bien sûr tous nos clubs et on est avec eux, mais il y a aussi le rôle des éducateurs à l'intérieur. Et il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer, ça en fait partie. Nasser Amissi, on va finir avec vous sur, c'est peut-être la conclusion de cette émission. Le sport, on a vu que c'était important pour des questions de santé, évidemment, mais vous dites que c'est aussi important pour des questions de citoyenneté, d'intégration, et c'est important pour la suite, ça peut compter dans un parcours professionnel. C'est vrai qu'on ne va peut-être pas mettre en avant tout le temps dans un entretien d'embauche ou sur son CV le sport. Vous dites si c'est important, si on fait du sport, on a des valeurs de collectif et on peut s'en servir dans le monde du travail. Tout à fait. Moi, j'appartiens à une association, donc les Enfants de la Goutte d'Or, on a plusieurs axes d'activité. Le sport est un des axes, mais on a aussi des axes comme l'accompagnement scolaire, le loisir éducatif, la prévention, l'insertion sociale et l'insertion professionnelle. Et sur cet angle, par exemple, de l'insertion professionnelle, on a mené des programmes avec l'Agence d'éducation par le sport en 2015. On a identifié des jeunes qui avaient des compétences, mais qui n'ont pas pu avoir le bac, par exemple.
mais qui étaient des super managers en puissance sur le terrain. Parce que dans les vestiaires, depuis leur plus jeune âge, ils viennent, ils encadrent, ils mettent un cadre bienveillant. Et donc, on leur a proposé une formation et l'idée, c'est qu'ils conscientisent en réalité. C'est de faire un travail sur la conscientisation des compétences acquises sur le terrain et de leur apprendre, de leur donner une théorie pratique qui fait que derrière, ils peuvent avoir un métier. Et ces jeunes-là, il y a eu des réussites, garçons et filles. Et voilà, donc ça, c'est un exemple d'accompagnement. Et c'est vrai que le sport, par son acquisition de compétences, par un encadrement aussi de gens experts et un encadrement spécifique peut mener très loin. Et donc, c'est pour ça qu'il faut investir dedans. Quelques minutes pour finir. Pierre Rondeau, sur ce lien, on est un bon capitaine, on a un bon coach, on est un bon manager. En RH, c'est ce qu'on va appeler les soft skills, c'est vraiment avoir ce côté, cette compétence au-delà de la formation théorique et de la formation universitaire. Être un bon manager, être un bon coach, être un bon capitaine, un leader d'équipe. Et évidemment qu'en RH, un CV où vous aurez une pratique sportive et en plus, en mettant capitaine ou sport collectif, c'est forcément valorisant et valorisable. Benjamin Dirks, mais est-ce qu'on en a suffisamment conscience? On va peut-être dire qu'on parle 4 langues, on va oublier de dire qu'on sait aussi faire du foot, du rugby ou du basket. On a, il y a 5 ans, voté un amendement de plus de 10 millions d'euros pour l'insertion par le sport. Ça nous a permis de mettre en place un dispositif qui s'appelle du stade vers l'emploi. Et c'est une espèce de job dating, mais complètement différent des autres. Vous êtes le matin, vous allez pratiquer le sport, mais personne ne sait qui est le demandeur d'emploi et qui est celui qui est le patron. Et après, l'après-midi, vous avez le job dating plus traditionnel. Ça a permis de casser, en tous les cas, toutes les barrières, de se dire ça va être compliqué d'aller passer un entretien d'embauche. Et puis, ça a permis aux chefs d'entreprise, aux DRH, de voir d'autres compétences qu'on ne voit pas autrement, de cohésion dans un groupe, de leadership, etc. Sabrina Sebaï, en une phrase, ce lien, le sport, la pratique sportive, ça peut être mené vers aussi l'emploi, l'intégration professionnelle. Il faut multiplier ce genre d'initiatives, il faut obliger les groupes, les entreprises, les recruteurs à changer la manière dont on recrute les gens dans les entreprises. On regarde le CV uniquement sous le prisme parfois des diplômes et je crois qu'il faut aller plutôt regarder les compétences que peuvent apporter les gens dans une société ou dans une entreprise. Et donc, les valeurs du sport, elles sont extrêmement essentielles, ça structure une personnalité et ça peut être très bénéfique dans une équipe. Eh bien, merci à l'équipe de ce soir. Merci à vous droit de vous être prêtés à ce jeu de questions-réponses. Merci infiniment à vous d'avoir partagé vos témoignages, vos questions. Merci d'être venus sur ce plateau. Cette émission est rediffusée à 23h30. Si vous voulez faire partie du public, regardez, vous avez le QR code que vous pouvez scanner. Vous pouvez justement, de l'autre côté, à gauche, vous pouvez souhaiter venir sur le site LCP, flasher le QR code et participer à nos émissions en public le vendredi. Lundi, rendez-vous avec Francis Letellier, son invité Mathilde Panot, c'est à 19h30. Lundi, c'est politique. Vous retrouvez Adeline François à partir de mardi. Et allez, on se fixe tous de faire un peu de sport ce week-end. Ça vous va? Allez, vous aussi peut-être, jeunes ou moins jeunes, on peut essayer d'en faire quelques minutes pendant le week-end. Très beau week-end à tous sur LCP, évidemment.